quitté mon pays, le Congo, en 1997. La guerre venait d'éclater et donc il a fallu que j'emballe mes affaires, que mes parents me fassent partir dans des conditions assez difficiles. Je suis parti dans une soute d'avion militaire. J'ai appris en étant ruiné, fauché. Il est arrivé des fois où j'ai pas d'argent pour mettre du carburant dans ma voiture, Philippe, et que je dois demander 10 000 francs à mon père parce que je veux un rendez-vous très important. Je pense que ce qui se passe dans le mariage, dans un couple, c'est un deal que tu passes avec ta femme ou ton mari. Voilà. Et ça, le deal, c'est votre affaire. C'est pas l'affaire de la famille de se mêler de ça. Quand vous déménagez, comment ça se passe, le changement de vie? Ah, c'était violent. On réduit les charges au maximum, plus de gardiens, etc. Ce qui nous a d'ailleurs valu une fois d'être visités par des hommes armés. Êtes-vous prêt à quitter votre boulot si vous gagnez plus de 2 millions de francs CFA en Afrique pour vous lancer dans une aventure entrepreneuriale sans avoir de parachute de secours? J'entends ici sans avoir un matelas financier important. C'est pourtant la folle décision que notre invité du jour, Loïc Makosso, a faite il y a de cela quelques années. Il a connu ce que l'on appelle un désert entrepreneurial qui lui a appris énormément de choses sur le business et aujourd'hui, il a bien voulu nous partager tout cela dans une émission riche. Je vous invite à prendre du temps pour l'écouter. Vous n'allez pas voir le temps passer. Vous allez certainement beaucoup apprendre. Il est devenu banquier d'affaires et aujourd'hui, il aide des entreprises à obtenir des financements pour leur croissance. Je pense que vous allez donc avec lui apprendre, je l'espère en tout cas, parce que moi, c'est ce que j'ai aussi appris, sa rigueur, sa discipline, la manière avec laquelle il gère l'argent aujourd'hui, comment il accompagne des entreprises et bien évidemment, qu'est-ce que tout ceci lui apporte. Et il le partage gracieusement dans cette émission qui, j'en suis sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, va énormément vous apporter. Donc, prenez le temps, posez-vous. Vous n'allez certainement pas le regretter. Prenez une tasse de café, de thé, ce que vous voulez. Et dans les commentaires, comme d'habitude, dites-nous ce qui vous a marqué. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner. Vous êtes sur Investir au pays. Nous promouvons ici le développement du continent africain au travers de l'entrepreneuriat. Et dans ce podcast particulièrement, nous invitons des gens qui ont du succès pour qu'ils partagent avec nous les clés de leur réussite. Et aujourd'hui, nous parlons avec un Congolais, Loïc Makosso. C'est parti. Bonjour Loïc Makosso. Bonjour Philippe, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, toi? Parfait, très bien aussi. Super. Très content de te recevoir sur notre podcast. C'est juste une question de temps. Un podcast qui parle d'argent, sans complexe, sans tabou avec les gens qui en font. Et comme tu es un maker, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, bonjour à tous, je me présente Loïc Makosso, j'ai 45 ans, je suis banquier d'affaires, je suis investisseur et je dirige également une association sportive qui s'appelle le Saturday Bootcamp. Très bien. Tu sauras pourquoi j'en parle après. Tout à fait. Alors, d'accord, est-ce que tu peux quand même me dire c'est quoi un banquier d'affaires et qu'est-ce que toi tu fais concrètement en tant que banquier d'affaires? Alors, en tant que banquier d'affaires, je conseille nos clients qui sont des entreprises qui souhaitent mobiliser des financements pour investir sur le continent. Nous mobilisons pour le compte de nos clients de la dette ou ce qu'on appelle également de l'equity, c'est-à-dire des fonds propres pour qu'elles puissent développer leurs affaires sur le continent. Qu'est-ce que tu appelles des fonds propres? C'est l'argent des actionnaires, des fonds propres. Ok. Donc, nous pouvons, par exemple, pour certaines entreprises, mobiliser des investisseurs en capital qui viendront prendre des participations au capital de l'entreprise contre un apport en numéraire. Et grâce à ça, justement, l'entreprise a des ressources additionnelles qui lui permettent de se développer. D'accord. Donc, en gros, vous aidez les entreprises à lever de l'argent, soit au travers de l'actionnariat, soit au travers des banques. C'est ça. Pour ce qui est des deux, et peut-être des banques plus, pourquoi on a besoin de vous? Pourquoi une entreprise n'irait pas toute seule voir une banque pour demander son crédit? Elle peut le faire, et beaucoup le font. Mais après, nous appuyons sur un réseau étendu de partenaires financiers et nous pouvons donc mobiliser des financements à des conditions soutenables et nous avons le temps pour le faire, ce que n'ont pas forcément les entreprises. Et donc, nous leur permettons de gagner du temps en identifiant pour elles les meilleures sources de financement par rapport au projet qui est le leur. D'accord. Donc, il y a un gain de temps pour l'entreprise parce que vous avez un large réseau. C'est ça. Mais moi, est-ce que vous n'aidez pas finalement les cassos, comme on dit, les cas sociaux, c'est-à-dire les entreprises qui ont des très mauvais dossiers, personne ne veut d'eux, ils se disent, bon allez, on va aller voir ce banquier-là, il va nous faire un miracle. Non, on ne fait pas de miracle. Donc, justement, en tant que conseil, nous aidons les entreprises à préparer leur dossier de financement pour que celui-ci soit bancable.
Ça veut donc dire que si on identifie des faiblesses, avant même d'aller parler aux banques, on aide les entreprises à corriger leurs faiblesses pour qu'elles aient le meilleur dossier. Dans le jargon, dans le métier, on parle d'embellir la mariée. D'accord. Voilà. Donc ça peut prendre un certain temps avant d'aller présenter un dossier. Effectivement, c'est ça. D'accord. Ça fait combien d'années que tu es là-dedans? Alors, la société Ariès Investissement a été créée en 2011, mais elle est réellement opérationnelle depuis janvier 2015. Donc aujourd'hui, en 2024, ça va faire 9 ans. 9 ans que vous opérez. En 9 ans, vous avez pu mobiliser combien pour vos clients? Nous avons fait de très belles opérations. Nous avons conseillé, par exemple, le concessionnaire des aéroports du Congo pour un financement de 27 millions. 27 millions d'euros, pardon. Ok, oui, donc, la monnaie est importante. Tout à fait. Nous avons conseillé la Banque Postale pour un financement de 15 millions d'euros et d'autres entreprises encore. Donc là, je crois qu'on Là, ce sont des entreprises publiques, là? Entreprises publiques et privées. Et donc, je pense que globalement, on est à 50 millions à ce jour d'opérations réussies. 50 millions de dollars? D'euros. D'euros ou de dollars. Oui. Voilà, peu importe. Donc, voilà. Mais bon, je pense que dans les prochaines années, on va encore faire de meilleurs chiffres. D'accord. OK. Aujourd'hui, comment vous faites pour aller chercher de la croissance? Alors, on développe, on acquiert de nouveaux clients, mais on développe également de nouveaux métiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, Ariès Investissement a des sœurs. Donc, vous avez aujourd'hui Ariès Capital, qui conseille une clientèle de personnes physiques et morales sur les investissements sur le marché financier. Nous avons un agrément pour cela. Nous avons également créé Ariès Énergie, qui a pour ambition d'être un fournisseur de solutions énergétiques pour des particuliers, mais également des entreprises. Donc, en fait, on s'est développé en développant de nouveaux métiers. D'accord, très intéressant. Voilà. Très intéressant. Est-ce qu'un banquier d'affaires comme toi gagne bien sa vie? Oui. OK, mais encore. Tu veux des chiffres, c'est ça? Tu es libre. Bon, non, on va pas donner les chiffres parce que ça pourrait... Tu sais, il y a peut-être des gens des impôts qui nous écoutent. Tu veux pas choquer les gens? Faut pas tout dire, mais ça va, on gagne bien notre vie. D'accord. Qu'est-ce qui te décide à devenir banquier d'affaires? Tu as des gens de ta famille qui faisaient ça? Non, pas du tout, pas du tout. Mon père était, parce qu'il est à la retraite maintenant, enseignant, et ma mère est assistante de direction, donc pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Ce qui me motive, c'est que lorsque je travaille, parce qu'avant de me lancer, j'ai travaillé en entreprise, lorsque je suis au sein de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, je constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent voir la banque pour mobiliser des financements, mais qui ne sont pas outillés pour discuter avec des banquiers. C'est donc là que j'ai été motivé à l'idée justement de pouvoir accompagner ces entreprises-là, parce que, in fine, c'est le secteur privé qui crée de la croissance, c'est le secteur privé qui participe au développement. Il fallait donc aider ces entreprises-là à discuter avec les banquiers et à obtenir les financements aux meilleures conditions. Quelles sont les problématiques que tu vois aujourd'hui chez les banques? Dans quel domaine tu trouves qu'elles sont vraiment pas bonnes? C'est peut-être la structuration des dossiers. Je pense que, mais c'est probablement par rapport à l'environnement aussi, hein. C'est qu'elles peuvent avoir une liste de garanties longue comme le bras, et ce qui rend l'opération in fine très chère, coûteuse pour le client. Ça dit que la banque demande beaucoup trop de garanties, c'est ça? La banque demande beaucoup de garanties, mais je pense que c'est par rapport à l'environnement aussi qui fait cela. Et donc, ça rend onéreux le crédit. Et toi, comment tu fais pour faire diminuer ce coût-là? Tu diminues les garanties que la banque demande? Nous pouvons diminuer les garanties, effectivement, le nombre de garanties justement que la banque demande pour justement rendre l'opération soutenable pour le client. Ça dit qu'en fait, il y a aussi une vraie expertise dans la négociation du crédit. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on nous paye. Et bien. Et comment on vous paye justement? C'est par une commission? Alors, nous avons des honoraires parce qu'il faut préparer un dossier de financement, mais également une commission de succès qui est calculée sur le financement mobilisé. C'est quoi comme pourcentage? Ça varie entre 0,5 et 2,5% en moyenne. 2,5%? Oui. Donc quelqu'un qui lève, grâce à vous, 10 milliards, oui, il vous paye des frais pour la structuration du dossier. Exact. Et derrière, il vous donne 2,5 potentiellement entre 0,75, c'est ça? Entre 0,5 et 2,5. De cette somme-là. C'est ça. C'est énorme, non? Non. Tu trouves? Ben oui, parce que du coup, tu viens piocher dans l'argent dont il a besoin pour le projet. Ça veut dire qu'en fait, il surdimensionne sa demande de crédit pour te payer. Je ne sais pas s'il surdimensionne, mais il paye un service. Et peut-être que sans nous, il aurait eu le crédit beaucoup plus cher. Ouais. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Voilà.
Et les clients L'expertise, ça se paye, cher Philippe. Je suis d'accord. Voilà. Mais comment tu fais pour convaincre les gens en Afrique de payer le service? On sait que les gens sont très réticents pour payer le service en Afrique. Je leur demande d'essayer tout seul. Et quand ils vont essayer, qu'ils voient qu'ils se cassent la figure, ils reviennent. Mais les grandes entreprises, comme celles que tu as citées, elles ont dans leur sein des services juridiques, des comptables, des experts comptables, tout ce que tu veux. Oui. Pourquoi ces gens-là ne sont pas capables de maîtriser tout ça? Je pense qu'ils peuvent le faire, mais après, c'est une question de temps. Nous, le client, il paye notre temps pour faire ce travail-là. Lorsque vous avez un comptable, un directeur financier ou même un juriste en interne, il est occupé à faire autre chose que de discuter avec les banques, ce qui peut prendre du temps. Il est occupé à faire autre chose plutôt que de chercher parmi X banques, X fonds d'investissement qui pourraient apporter la ressource dont il a besoin. Et ce n'est pas son expertise. Nous, on le fait tout le temps à temps plein. Donc, on a forcément une longueur d'avance sur des personnes qui le font de manière partielle. Mais comment on fait pour savoir que toi, tu n'orientes pas tes clients vers tes amis banquiers? Il y aurait un conflit d'intérêts si la banque nous payait. Or, c'est le client qui nous paye. Et il faut savoir aussi qu'il revient au client in fine de choisir le partenaire financier avec qui il veut travailler. Donc nous, on va lui proposer une liste de personnes dont on pense qu'elles pourraient répondre à son besoin. Et à ce moment-là, il reviendra au client de dire « je veux travailler avec celui-là et pas celui-là ». Oui, mais en général, vous avez un top 1, top 2, top 3. Bien sûr. Donc, vous avez vu des clients qui disent « je ne prends pas le 1, je prends le 3 ». Bien sûr. Ah oui? Oui. D'accord. Le client peut nous dire « je ne veux pas travailler avec telle institution pour X ou Y raison ». D'accord. Nous, Mais dans le cadre de la mobilisation des financements, vous avez discuté en amont avec les 3, enfin bien les sûr. 4, les 5. Ah oui, bien sûr, qu'on discute avec tout le monde et puis on estime que ces personnes-là peuvent travailler avec notre client et à ce moment-là, on informe le client et qui, in fine, peut nous dire « je préfère travailler avec celui-là et pas celui-là ». Pourquoi est-ce que les banques prêtent peu dans nos pays? On dit même qu'elles sont gavées. Elles ont tellement d'argent, mais elles prêtent très peu. Je pense que c'est l'environnement, c'est la perception qu'elles ont du risque de l'environnement dans lequel elles évoluent. Nous ne sommes pas forcément nous sommes dans des environnements, complexes et qui font que parfois les banques sont réticentes à prêter parce que ça va peut-être être beaucoup plus difficile pour elles, en cas de casse, entre guillemets, de recouvrer les fonds qu'elles ont prêtés. Mais du coup, elles deviennent donc des banques commerciales et elles ne jouent plus le rôle qui est le leur de pouvoir financer l'économie. C'est le rôle ce sont les banques qui développent une économie. Oui, les banques développent une économie, mais ne font pas de la philanthropie. Ce sont des entreprises qui doivent gagner de l'argent. Oui. Alors, donc, lorsqu'elles estiment que les risques liés à leurs opérations sont trop élevés, elles s'abstiennent de le faire. Oui, mais avant de venir sur le marché, elles savaient dans quel marché elles venaient. Elles connaissaient le contexte déjà en amont. Bien sûr. Mais elles ne découvrent donc pas ce contexte une fois qu'elles sont dans les affaires. Non, mais dans la forêt, il y a plusieurs gibiers et on peut choisir le gibier que l'on va manger. Donc, oui, mais à la fin... C'est beaucoup plus simple de travailler avec Total ou avec MTN plutôt que de travailler avec l'entreprise cible. On en arrive donc là où il y a la problématique, c'est que les banques se retrouvent à beaucoup financer des multinationales qui sont très bien structurées, qui ont beaucoup plus de garanties que des petits entrepreneurs locaux qui démarrent. Et on se retrouve donc dans le cas de figure dans lequel beaucoup de nos économies sont des économies dans lesquelles les multinationales sont très puissantes et les entreprises locales sont très faibles. Je pense que le problème dans notre environnement, c'est l'écosystème financier. Il faut le diversifier. Ici, peut-être qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des fonds d'investissement, mais ce n'est pas forcément le cas en Afrique centrale qui finance l'économie. Quand vous regardez les histoires d'entrepreneurs, que ce soit Facebook ou Amazon par exemple, ils n'ont pas été financés par des banques dès le départ. Vous avez toute une chaîne qui intervient à chaque stade de développement de l'entreprise. Et c'est pareil pour les banques. Les banques, elles ont des règles qui font qu'elles ne peuvent pas prêter à une entreprise qui n'a pas des états financiers sur 3 ans par exemple. Elles ne peuvent pas prêter à une entreprise qui ne peut pas présenter de garantie. Alors, on ne peut pas leur demander de tordre leurs règles, d'enfreindre leurs règles pour prêter à des entrepreneurs qui ne satisfont pas ces exigences-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de solution pour ceci. Maintenant, notre travail en tant qu'entrepreneur aussi, dans la finance, c'est de pouvoir créer des véhicules qui pourraient répondre aux besoins spécifiques de cette population-là d'entreprise. Quel choix ils ont alors ? Vous avez par exemple le capital risque, vous avez le venture capital. Tu peux définir à chaque fois parce qu'on est dans un monde dans lequel tout le monde n'a pas. D'accord, vous avez les business angels. Ce sont des institutions, des personnes qui peuvent aider des entreprises à démarrer en leur apportant les capitaux nécessaires au démarrage. Vous avez des fonds de capital risque qui, pareil, peuvent accompagner des entreprises dans leur phase de démarrage. Quand ces entreprises-là ont atteint une certaine taille, à ce moment-là, elles peuvent s'adresser aux banques.
Je vais te donner un exemple. Tu es parti à l'école, mais tu as commencé par la maternelle. Tu n'es pas rentré au collège. Voilà, donc c'est pareil pour les entreprises. Il y a un circuit, il y a un cursus qu'elles doivent suivre pour pouvoir ensuite s'adresser aux banques. D'accord. Tu comprends donc que les banques ne prêtent pas beaucoup d'argent aux entreprises locales. Pour toi, ça ne te choque pas? Non, ça ne me choque pas parce que si elles ne sont pas éligibles aux conditions de financement, on ne peut pas leur demander d'enfreindre leurs règles pour justement satisfaire cette demande-là. Il revient par contre aux entrepreneurs de pouvoir s'organiser pour justement être éligibles par la suite aux critères des banques. D'accord, donc le procès qui est fait aux banques en disant qu'elles financent les multinationales et pas les entreprises locales, c'est un faux procès. C'est un faux procès et je l'assume. Tu es l'avocat des banquiers ce soir. Non, j'invite les entrepreneurs aussi à prendre leurs responsabilités et à organiser leurs entreprises. Pour pouvoir être éligibles exactement. Au financement. Parce que sans le financement... Alors, il se développe un phénomène, je veux t'entendre là-dessus avant que l'on avance un peu plus sur d'autres choses. Il se développe un phénomène maintenant dans nos pays qui est assez inquiétant. Ce sont des entrepreneurs qui font des levées de fonds. Oui. Tu trouves ça inquiétant? Non, mais laisse-moi terminer. En promettant des rentabilités extraordinaires et qui se retrouvent à collecter l'argent des particuliers, parce qu'en fait, c'est de ça dont il est question. Ils ne vont pas voir des institutions type des fonds d'investissement et autres, mais ils s'adressent au grand public qui leur fait confiance sur la base de rien du tout, puisque le public n'a pas de connaissances financières, donne de l'argent à ces entrepreneurs et 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans plus tard, banqueroute, tout l'argent est perdu et tout le monde se met à dire non, l'entrepreneur nous a volé, il nous a arnaqué. Je ne sais pas si ça se fait au Congo, mais c'est très présent au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Enfin, beaucoup d'entrepreneurs maintenant, et même des jeunes, sont dans cette tendance-là de dire, comme les banques ne nous prêtent pas, comme on n'est pas éligible au financement des institutions, on va aller prendre l'argent des particuliers. Bon, je ne sais pas dans quelles conditions ces opérations-là se font, mais de ce que je sais, lorsqu'on sollicite le grand public, ce sont des opérations réglementées. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a des conditions. Si quelqu'un vous promet du 10%, vous êtes peut-être victime de votre... ignorance ou cupidité. De votre ignorance ou de votre cupidité. Les deux. Voilà. Donc, qui on doit plaindre? Les deux. Les deux. L'entrepreneur voilà. qui procède ainsi. Et celui qui est cupide. Qui est cupide. Voilà, parce que et toi, à partir de 10%, tu estimes que c'est déjà dangereux? Moi, je ne sais pas, j'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. 10%? Bien sûr. Les gens promettent 40, 50, 60%. Je ne sais pas comment ils font ça, mais bon, moi, j'aimerais savoir comment ça se fait. Grâce à Excel. Grâce à Excel. Les calculs, tout est Excel, sur Excel, tout marche très bien. Excel, c'est virtuel, vous mettez 10 000, on va acheter ça. Après, on va avoir 150 000, on vous donne 10 000. Bon, ça c'est... Nous, on tu as entendu parler des phénomènes des pyramides de Ponzi qui se multiplient. La cause du MAF a d'ailleurs fait des alertes à plusieurs reprises. Bien sûr, mais justement parce que pour pouvoir solliciter l'argent des fonds du public, ce sont des opérations encadrées. Ce sont des appels à l'épargne publique. Voilà, ce sont des opérations qui doivent être autorisées par le régulateur. Donc, ceux qui font des opérations en dehors de ce cadre fixé par la réglementation s'exposent à ce dont tu viens de parler. Je pense que tu ne suis peut-être pas, mais il y a tellement de personnes qui font ça. Si, je suis. Ah, ok, parce que tu fais l'ignorant, mais il y a tellement de personnes qui procèdent comme ça de nos jours. Je suis l'actualité, j'ai vu les alertes de la COSUMAF dans ce sens. Donc, bon. Après, c'est une question de bon sens, de vigilance aussi. Et voilà. Alors, on va maintenant un peu plus parler de toi. Tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a de cela une dizaine d'années quasiment, bientôt, maintenant. Oui. Mais c'est quoi ton background avant de devenir entrepreneur? Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant de devenir entrepreneur? Oui. Je me préparais à devenir entrepreneur, Philippe. Oui, en faisant quoi? Alors, j'ai appris mon métier au sein de différentes institutions. Je me suis formé aussi pour pouvoir avoir la crédibilité, la légitimité par la suite. C'est très intéressant. À quel moment tu t'es dit, je veux devenir banquier d'affaires, je dois donc avoir telles compétences et je vais aller les chercher? Et ça t'a pris combien de temps de préparation? Alors, très intéressant. On va repartir au début. Oui. Moi, j'ai fait des études. J'ai quitté mon pays, le Congo, en 1997. La guerre venait d'éclater et donc il a fallu que j'emballe mes affaires, que mes parents me fassent partir dans des conditions assez difficiles. Je suis parti dans une soute d'avion militaire en 97.
Une soute d'avion militaire. Oui, c'est un avion militaire. Un avion militaire français a évacué tous les ressortissants français. Mais vous imaginez bien qu'on ne voyage pas en business dans ces conditions-là. Donc, on vous met à la place des parachutistes et c'est comme ça que je suis arrivé à Libreville, puis Paris. Ça, c'est en soute d'avion. La soute. La soute était, c'était chauffé, c'était dans des conditions. Peut-être que le terme n'est pas le bon, mais en tout cas, c'était des conditions de voyage spartiates. Ok. D'accord. Et tu avais quel âge? 18 ans. Ok, bon, ça va. Tu n'avais pas 7 ans. Ok. Non, 18 ans. Mais quand tu pars, tu te retournes pas. Donc, tu ne sais pas si tu vas revoir tes parents après. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? D'envoyer toi tout seul, tes frères, tes sœurs? Non, je suis parti seul. Ma sœur aînée était déjà de l'autre côté. Et ils estimaient que moi, à 18 ans, je pouvais me gérer, m'en sortir. Et donc, ils sont restés avec les petites. Et pourquoi ils sont restés? Pourquoi ils ne sont pas partis aussi? Je crois qu'ils pensaient que ça allait se terminer incessamment sous peu. Incessamment sous peu, mais ça durait 5 mois. Donc, après, il a fallu se réorganiser. Et donc, j'arrive en France, je passe mon bac en septembre. Et après, j'arrive à l'université, où je fais administration économique et sociale. Pendant mon cursus donc de 2 ans, ce qu'on appelle le DUG, je découvre beaucoup de matières, le droit, la science politique, l'économie, etc. Et le droit m'intéresse beaucoup. Et donc, je choisis en licence de me spécialiser en droit. Et là-bas, quand je suis en licence, j'ai le choix entre le droit privé et le droit public. Ouais. Moi, je choisis plutôt droit privé, pardon. Et donc après, je choisis de faire un cursus en droit des affaires que je boucle avec un master en juriste d'entreprise. Donc, initialement, mon projet, c'était d'intégrer une direction des affaires juridiques d'une entreprise pour pouvoir conseiller donc l'entreprise sur les aspects juridiques de son activité. À ce stade-là, tu n'as pas encore en tête de devenir entrepreneur? Non, pas du tout. Je lis beaucoup de revues économiques. Ça fait partie de la préparation, mais moi, je ne savais pas. C'était juste quelque chose qui me plaisait, donc je le faisais. Et je lisais aussi beaucoup d'histoires d'entrepreneurs. Donc ça m'a travaillé mon mindset et la vision aussi. Là, les choses ont commencé à germer. Après donc mon cursus, j'étais à Lille, je descends sur Paris, je fais quelques jobs alimentaires et ensuite je rejoins... Quel job? J'ai fait, comment on appelle ça, du télémarketing. Oui, ça par contre, oui, j'en ai fait aussi. J'ai fait beaucoup de télémarketing, j'ai vendu des abonnements pour Canal+, j'ai vendu des assurances, des crédits, etc. Et un jour, il y a une entreprise, une banque. Ça travaille l'art oratoire. Hein? Ça travaille l'art oratoire, mais ça apprend aussi l'humilité, surtout l'humilité. Les échecs. Bon, ce n'était pas l'échec, mais en tout cas, en ce qui me concerne, quand j'étais en master, on nous disait qu'après votre master, vous aurez du boulot. Ah vous aurez, oui. Les entreprises vont vous courir après. Vous aurez un salaire de 40 000 euros à l'année, etc. Bien Donc sûr, on y croit. Sauf que quand on se retrouve sur le marché de l'emploi, on réalise que ce n'est pas forcément le cas. Et donc, il faut un peu revoir ses ambitions à la baisse parce qu'il était hors de question, j'avais 24 ans, il était hors de question pour moi de solliciter mes parents. Ils étaient en train de se refaire après les événements que je t'ai décrits. Oui. Donc, il était hors de question pour moi de les solliciter. Et donc, j'ai trouvé un job alimentaire. Donc, j'ai commencé à être... j'ai fait du télémarketing. Téléopérateur, oui. Téléopérateur, donc à longueur de journée. Tu passes des appels. Je passais des appels. Ça apprend l'humilité et ça apprend aussi la rigueur parce qu'il faut préparer un discours. Oui. Donc, tout ça, ça fait partie de la formation. Je ne le savais pas. Et par la suite, il y a une agence d'intérim me contacte pour me proposer un job dans une banque, mais qui n'avait rien à voir avec ce que moi j'avais appris à l'université. On m'avait demandé de lire des fichiers Excel à longueur de journée et d'utiliser la fonction tri. C'était tout. Et donc une fois à la banque, j'ai des missions qui vont d'1 semaine à 3 mois. Donc tu commences aujourd'hui et tu ne sais pas si tu dois revenir la semaine prochaine. Tu imagines le stress. Mais bon, bref, je l'ai fait, ça a duré 9 mois. Et un jour, justement, à la banque, je rencontre quelqu'un. Il y avait une soirée qui avait eu lieu ce jour-là à la banque. Et donc, je rencontre cette personne-là et on discute. Il me dit, mais au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, je lui dis ce que je fais. Et il me dit, mais tu as quel niveau d'études? Donc, je me présente. Et il me dit, ah, mais tiens, ça tombe bien parce qu'il y a une filiale au 4e étage là, qui a besoin de toi.
qui pourrait être intéressé par ton CV. Donc, transmets-moi ton CV. Je dis, bon, lui, il a bu du champagne. Ça se trouve, demain, il s'en souviendra pas. Je le fais quand même. Et dans les minutes qui suivent, je suis convoqué en entretien. Ah oui? Oui, oui. Donc, il y a une dame qui m'appelle, qui me dit, voilà, monsieur Makosso, j'ai reçu votre CV. J'aimerais m'entretenir avec vous. Et cette dame-là, elle était responsable de la compliance, de la conformité. Oui. Au sein d'une société de gestion d'actifs. Donc, ils avaient géré plusieurs fonds d'investissement. Et donc, elle était responsable de la conformité. Et elle me disait, écoutez, moi, j'ai besoin d'un assistant qui a un profil particulier et je pense que vous pouvez faire l'affaire. Donc, je n'étais en concurrence avec personne. Alors qu'avant, j'avais adressé des centaines de lettres de candidature et personne ne m'avait répondu, si ce n'est par la négative. Et donc, je passe l'entretien. Quelques mois plus tard, je suis recruté en CDD. Lorsque j'étais intérimaire, je portais le jean et du jour au lendemain, je dois mettre le costard cravate. Donc, heureusement que j'avais appris à faire le nœud de cravate. Oui, à la banque, bien sûr. Oui, à la banque en plus. Et donc là-bas, on gérait des fonds d'investissement. Et quand je suis là-bas, tous les jours, j'ai le journal, les Échos ou la Tribune qui arrive sur ma table. Et donc, je lis. Et ce que je lis m'intéresse. Et je me dis, mais pourquoi on ne ferait pas des fonds d'investissement pour financer des entreprises en Afrique? Et donc là, maintenant, je commence à me documenter sur ce qui se passe en Afrique. Et effectivement, l'activité du capital investissement était balbutiante, mais il y avait déjà des pionniers qui s'y étaient lancés. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de le faire. Mais j'étais à Paris, et donc il faut faire le saut. Et là, justement, en allant en vacances, j'ai fait des rencontres à Brazzaville et j'ai eu la possibilité de rejoindre, après, la Société nationale des pétroles du Congo. Donc pour moi, c'était SNPC. C'était comme une piste d'atterrissage pour rentrer justement au Congo. Mais dès ce moment-là, moi, j'étais déjà en mode préparation pour l'après. C'est-à-dire qu'à Paris, j'avais déjà fait le logo de l'entreprise, la tête du bélier. Ariès Investissement, j'avais trouvé le nom. Et j'avais commencé à écrire le business plan. Donc tout ça, ce n'était qu'une question de temps. Et quand je suis à la SNPC, je parle de ce que je veux faire pour la suite. Et là, j'ai une amie qui me dit, ah mais tiens, moi j'ai fait mon stage au sein de la banque de développement et je pense que ce serait bien que tu ailles les rencontrer parce qu'ils font des choses qui correspondent à ce que tu me racontes. Et donc, elle me met en relation avec le directeur des affaires juridiques. Nous sympathisons et quelque temps après, il m'informe qu'il y a un poste qui est ouvert. Je postule. Je passe un concours. Je ne suis pas pistonné. C'est important de préciser. Je passe un concours. Il y a des entretiens, etc. Je passe avec succès le processus et donc j'intègre la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Et là-bas, ils me disent, mais toi, tu viens du pétrole, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je dis, non, moi, je viens pour apprendre. Donc, je vais rester avec vous 5 ans. Et puis après, je partirai. Il me dit, mais c'est qui ce jeune-là pour qui il se prend? Il y a des gens qui passent leur carrière ici et lui dit qu'il va rester 5 ans. Ben, c'est ce que j'ai fait. Et au bout de la 5e année, justement, j'ai fait part de mon souhait de partir. Mais entre-temps, j'ai travaillé sur de très belles opérations et surtout, j'ai réalisé le besoin d'accompagnement que pouvaient avoir les entrepreneurs, les entreprises de la place lorsqu'il s'agissait de discuter avec les banques. Et c'est donc... Parce que du coup, tu étais à la banque et tu voyais les entreprises arriver. Je voyais les entreprises arriver, je voyais les faiblesses qu'elles avaient dans leur dossier, etc. Et je me suis dit, tiens, voilà des gens que je pourrais aider à préparer leur dossier de financement et à discuter pour leur compte avec des partenaires financiers. Alors, j'imagine que quand on a la BDAC, on gagne confortablement sa vie. Oui, je gagnais très bien ma vie. J'étais à plus de 2 millions par mois avec un bon package. Donc oui, c'était... Logement, voiture... J'avais une prime pour le logement. Prime de logement, véhicule. Je pouvais avoir un financement pratiquement à taux zéro pour acheter un véhicule hors taxe. Ah oui. J'ai pu m'équiper, j'ai pu avoir une voiture neuve. J'imaginais pas que je pourrais en avoir une neuve. Donc j'ai pu m'équiper. Donc oui, c'était un bon package. Et à quel moment tu te dis, je suis prêt, je vais laisser tout ça pour créer mon entreprise? Je m'étais fait la promesse que je resterais 5 ans. Donc, quand le temps est arrivé, il fallait prendre une décision, sinon je me serais menti à moi-même. Voilà. Donc, j'avais décidé que je resterais 5 ans
Et donc, au bout de la 5e année, vu que j'avais parlé de cela aussi à des amis, si je ne le faisais pas, je passerais pour une grande gueule, n'est-ce pas? Oui, ouais. Donc, au bout de la 5e année, mais ce n'est pas une décision facile à prendre, parce qu'il faut laisser une situation confortable pour aller vers l'inconnu. C'est d'autant plus qu'à l'époque, j'avais un crédit de 50 millions sur la tête que j'avais pris pour construire ma maison. Mon fils était en train d'arriver. Donc, et moi, c'est à ce moment-là que je décide justement de partir. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, effectivement. C'est pas simple. Non, mais j'ai payé le crédit, j'ai remboursé le crédit et mon fils se grandit bien. Il n'a jamais manqué à manger. Donc, mais quels éléments te font... Alors oui, là, j'ai bien compris que tu t'étais donné cet intervalle de temps-là. Au bout de l'intervalle de temps, tu as tenu à honorer ton engagement. Mais quels sont les signes qui t'ont fait te dire « Je suis prêt. Je peux lancer mon entreprise ». Tu avais déjà commencé à aborder des clients que tu avais rencontrés à la banque. Comment tu as fait pour te dire « Là, Je ne me souviens plus exactement de ce qui s'est passé, mais je sentais que c'était le moment, c'est tout. Je n'ai pas rencontré de clients qui m'avaient fait de promesses particulières, pas du tout. Les clients, je les ai eus lorsque j'ai quitté la banque. D'accord. Voilà, donc quand je démarre, je n'ai pas un portefeuille. Comment ta famille réagit quand tu viens dire, ta femme, tes parents, je quitte un poste à 2 millions en Afrique? Alors, ma mère est une femme qui a toujours pris des risques. Et je pense que quand bien même elle a eu une position salariée, elle a toujours été entrepreneur. À un moment, elle a perdu son emploi, elle a développé un business pour s'occuper de sa famille. Donc, pour elle, ce n'était pas surprenant. Mon père m'a juste dit, ça va être dur. Et il faudra par contre que tu portes toujours une chemise blanche. Je dis, mais c'est quoi l'histoire de la chemise blanche là? Il me dit, la chemise blanche, c'est la pureté. Et tu dois toujours être propre, quelles que soient les difficultés, les challenges que tu pourrais avoir, parce que tu dois toujours inspirer la confiance. Et si tu choisis de rentrer dans ce métier-là, il faut que tu inspires la confiance. Tu ne dois pas apparaître comme quelqu'un qui a comme un nécessiteux. Voilà. L'apparence. Soigne ton apparence. Il faut soigner ton apparence. Et si jamais tu manques à manger, tu peux toujours venir manger à la maison. Mais ils m'ont pas dit. Au final, tu as été soutenu. Les gens n'ont pas crié au scandale en disant mais qu'est-ce que tu fais? C'est absurde, arrête. Non, je pense que mon entourage m'a soutenu. Ça, c'est clair. Ils m'ont soutenu. J'ai connu des moments difficiles et j'ai été soutenu, que ce soit par mes parents, que ce soit par ma femme ou même mes amis. Mon premier voyage d'affaires a été payé par mes amis. C'était d'ailleurs ici à Abidjan. J'étais venu. J'ai un grand frère qui m'avait suggéré. Il me dit écoute, comme tu es dans la finance, il faut que tu sois là où les financiers se retrouvent. Et à l'époque, il y avait les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Et donc, mes amis ont cotisé pour me payer le billet pour que je vienne ici. Donc, l'entourage est très important. L'entourage bienveillant, parce que ça, c'est exceptionnel d'avoir des amis qui financent un billet d'avion pour aller faire un business. J'ai jamais entendu ça. Si vos amis ne peuvent pas vous aider, il faut les changer, Philippe. Qu'est-ce que tu vas faire avec des amis qui ne peuvent pas te soutenir pendant que tu as besoin de... Les amis, c'est juste pour aller prendre un verre? Mais c'est ça, beaucoup d'amis aujourd'hui. C'est pour aller s'amuser, c'est pour... Si c'est le cas, il faut les changer. Faut pas rester avec des gens comme ça qui ne peuvent pas vous pousser. Non? Je suis d'accord en théorie, Voilà. mais dans la réalité, c'est difficile de trouver de nos jours, en tout cas, des amis de cette trempe-là qui sont prêts à mouiller le maillot, payer le prix pour envoyer quelqu'un. Je dis ça parce que je me rappelle, moi, d'une scène très drôle. Je rigole toujours de ça, d'ailleurs, aujourd'hui. À l'époque, on vivait dans une résidence étudiante avec plein d'amis. Enfin, ouais, plein d'amis, on va dire ça comme ça. Et on avait un rituel qui était que à chaque anniversaire, on se cotisait tous pour offrir un cadeau à quelqu'un. Et à l'époque, on était tous des jeunes stagiaires ou jeunes qui commençaient à travailler. Et moi, je donnais toujours. Enfin, chaque anniversaire, je donnais. Et j'avais un peu cette réputation du gars qui était quand même assez sympa, généreux. Et quand mon anniversaire est arrivé, ils se sont dit, mais franchement, Philippe est trop sympa, il nous a tellement aidés, ce serait bien qu'on lui offre une voiture. Ah oui? Oui. Et dans le groupe, il y a des gens qui ont dit, pardon, vous voulez lui offrir quoi? Une voiture? Nous, on marche à pied. Nous, on marche à pied et vous voulez qu'on nous offre une voiture à quelqu'un? Ça s'est gâté là.
C'est-à-dire, à partir de cet anniversaire, ils m'ont rien offert parce que finalement, il y avait un gros tumulte. Et on n'a plus fait les anniversaires après. C'est-à-dire que ça détruit complètement le groupe. C'est bien dommage. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est pour dire que avoir des amis... moi, je suis ça bien après, hein, parce que quand on organise un anniversaire, tu n'es jamais dans la boucle. Je suis ça après. Mais ça m'a fait rigoler. Donc, pour te dire que les amis que tu avais, en tout cas, j'espère que tu les as encore, Oui. ça ne court pas les rues. Tout à fait. Ça ne court pas les rues. C'est vrai. Ça ne court pas les rues. Donc, ok, d'accord. Et donc, tu commences donc... Et un truc qui est surprenant quand même, Loïc, c'est que tu n'avais pas d'épargne en gagnant autant d'argent. Comment ça se fait que tu sors de la banque et ce sont des amis qui te payent un voyage? J'étais dans la fast life. Non, c'est vrai? Je vivais bien. Non, j'avais pas d'épargne. Tu brûles 2 millions? Alors, 2 millions de francs, ça faisait plus de 3 000 euros par mois. En Afrique, où tu brûlais 2 millions par mois. Oui. Tu fais quoi avec ça? Tu as une prime pour ton logement. Donc, tu as une prime pour, j'imagine, la voiture. Enfin, un crédit à taux zéro. Bon, mais en fait, j'avais des crédits à la consommation, donc je remboursais la voiture, parce que la voiture ne me l'a pas donnée. Hein. Donc, j'ai obtenu un crédit de la banque, mon employeur, pour acquérir mon véhicule. Mais donc, tous les mois, on te prenait une bonne partie. Quelque chose de mon salaire. J'avais le crédit immobilier pour la maison. Donc, qu'est-ce qui reste comme ça? Donc, après, ce qui vous reste, c'est pour vivre. Et puis, bon, je vivais bien. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vivais bien. Je n'hésitais pas à sortir avec mes amis, faire des soirées, des choses comme ça. Enfin, ce que des jeunes de la trentaine, des jeunes professionnels font. D'accord? Donc, je vivais bien. Je ne me refusais rien. Bon, moi, j'ai pas fait ça, mais ok, d'accord. Bon. Certains jeunes... Parfait. Et donc, du coup, c'est là que c'est inquiétant. Tu te retrouves à démissionner sans réserve. C'est ça la folie. Mais là, c'est la folie, ça. Ça marchait avec la foi. Ah non, mais là, c'est de la folie. Oui, c'est la folie. Ah oui, donc complètement. Bon, j'avais peut-être 2 mois... Oui, pas grand-chose, quoi. 2 mois d'épargne, mais tu fais quoi avec? Rien. Et du coup, quand tu démissionnes, comment ça se passe? Tu maintiens ton rythme de vie? Parce que quand tu démissionnes, il n'y a plus ces 2 millions qui tombent tous les mois. Qu'est-ce que tu fais? Tu déménages, ta maison est déjà prête? Ah non, la maison n'était pas prête. Donc, à un moment, il a fallu déménager et prendre une maison beaucoup plus petite. C'est toi qui prends cette décision? C'est madame? Et comment madame réagit? Parce que le confort des enfants, ils ont l'habitude d'aller dans une certaine école, un certain standing. Maintenant, tu nous amènes dans un quartier. Ça, justement, je lui ai dit, écoute, tu travailles, donc tu vas nous gérer. C'est tout. Moi, tous les matins, je vais charbonner. Mais toi, tu as des revenus, donc tu vas t'occuper de nous. Et donc, madame était d'accord? C'était le deal. Elle était d'accord. Et donc, avec son salaire, oui, tu vas devenir le monsieur qui vit au détriment du salaire de sa femme. Bon, alors qu'auparavant, tu étais le boss, mais... C'était le deal. Ouais. Et c'est pour ça que je lui suis très reconnaissant d'ailleurs. Ouais. Parce qu'elle m'a soutenu dans ces moments difficiles. C'est bien de rendre hommage. Choisissez bien vos femmes ou vos maris. Hein. Ouais. Très important. Non, mais c'est fondamental. Voilà, il faut avoir la même vision avant de se mettre ensemble. D'accord. Et donc, quand vous déménagez, comment ça se passe? Le changement de vie? Ah, c'était violent. On prend une petite maison, on réduit les charges au maximum, plus de gardiens, etc. Ce qui nous a d'ailleurs valu une fois d'être visités par des hommes armés. Ils sont rentrés dans la maison, ils sont rentrés dans la chambre des enfants et bon, Dieu merci, on a entendu les bruits et puis bon. Je me suis, de manière inconsciente, parce que je n'ai pas réfléchi, lorsque je tombe sur des personnes armées de machettes dans ma maison, je ne réfléchis pas et je prends la décision de me battre. À main nue? À main nue. Et j'ai pris un coup de machette à l'épaule. Mais j'ai réussi à les faire fuir quand même. Tu étais un bagarreur au quartier? Oh, pas du tout. Je crois que c'est l'instinct de survie. C'est tout. Je pense que là, je n'étais plus moi. On m'a dit que j'avais une force décuplée, puisque j'ai réussi à assommer un quand même. Je ne m'en vante pas, mais bon, il fallait que je me défende. Hein. J'étais en état de légitime défense. Donc, oui, c'était pas... On en rigole aujourd'hui, mais j'aurais pu y passer. Bien sûr. Voilà. Donc, tu as un coup de machette là, oui, au niveau de la clavicule. Ah oui, donc on n'est pas loin du cou. De la carotide, effectivement. Ah oui. Et ça arrive dans la nuit, dans le quartier où j'étais, oui, tout à fait.
Waouh. Et c'est mon voisin qui m'emmène à la police, à l'hôpital. D'ailleurs, je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais en train de travailler sur un deal très important. Et donc, quand je vais à l'hôpital, je manque de m'évanouir parce que j'ai perdu du sang. On me fait 12 points de suture. Je rentre à la maison, je prends ma douche et tout de suite après, je veux mettre mon uniforme, mon costume, parce que j'avais une réunion très importante. T'imagines un peu... C'était quoi C'était une réunion pour un deal, ça? C'était pour un deal, oui, c'était pour l'opération avec la Banque Postale. On devait lever, ils nous avaient confié une mission de mobiliser 10 milliards de francs CFA. Et donc, ce jour-là, il y avait une rencontre entre notre client, la Banque Postale, et le prêteur. Oui, donc rendez-vous important. Un rendez-vous important. Et donc, je rentre chez moi, je prends ma douche et ma femme me dit, mais... Tu vas où? Je dis, mais moi, j'ai une réunion importante. Elle me dit, non, tu n'iras nulle part. Et là, justement, le client m'appelle parce qu'il a été informé de ce qui s'est passé dans la nuit. Il me dit, écoutez, reposez-vous, on pourra faire sans vous et ensuite vous reviendrez après. C'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai pris une semaine d'arrêt, mais après, il fallait... En plus, c'était en plein Covid, je crois, ou juste avant le confinement, parce que nous, on a été confinés. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'on a travaillé, parce qu'après, on a eu le confinement, donc il fallait travailler de chez soi, etc. Et on a closé le deal. Voilà. Ça, c'est la résilience. Oui, complètement. Voilà. Complètement. Et donc, de cette période-là, tu commences donc à avoir de plus en plus de deals. Comment ça marche dans ton domaine? Est-ce que c'est un domaine dans lequel le plus difficile, c'est les premiers deals? C'est-à-dire que quelqu'un commence à te faire confiance et puis après, ça s'enchaîne, ou alors à chaque client, c'est un nouveau challenge. Il faut convaincre à chaque fois. À chaque client, c'est un nouveau challenge. Et il faut mouiller sa chemise pour décrocher la transaction. Parce que on ne peut pas vous donner le bon Dieu sans confession. Donc, il faut mouiller sa chemise, il faut transpirer pour convaincre quelqu'un. Après, aujourd'hui, on a un track record, des références. Il faut parler en français. Donc, on a des références qui peuvent parler pour nous, qui peuvent plaider en notre faveur. Mais il faut toujours, chaque nouveau deal, c'est un challenge, c'est une conquête. C'est un pari que l'on fait. Parfois, on fait même des dépenses avant même d'avoir signé quoi que ce soit. Par exemple, là, on travaille avec une société minière, mais il a fallu aller en Afrique du Sud, rencontrer les dirigeants de la boîte pour les convaincre de travailler avec nous. Ils auraient pu dire non, par la suite, on ne veut pas bosser avec vous, mais j'avais déjà engagé un billet d'avion, un séjour pour y aller. Donc oui, c'est un challenge. Ce sont des paris qu'on fait parce qu'on ne sait pas forcément à l'avance quel sera le résultat. Alors, tu as dit en début que c'était un métier qui nourrissait bien son homme. Aujourd'hui, c'est combien de personnes que tu emploies? Alors, à peu près. Aujourd'hui, on est 7. Donc, j'ai mon associé, Régis Matondo. C'est un personnage très important d'Aries parce que c'est de la tu parlais tout à l'heure de folie. La vraie folie, c'est d'entreprendre seul, je pense. Parce que c'est comme piloter un avion sans un copilote. À un moment, le niveau d'énergie baisse, on doit se reposer parce qu'on est humain. On est bien content d'avoir un relais qui peut prendre les choses en votre absence. Et surtout, lorsque j'ai été agressé, j'ai réalisé à quel point, justement, il était important d'être accompagné parce qu'il aurait pu m'arriver quelque chose. Est-ce qu'on aurait dit à ce moment-là que, ah oui, Loïc Makosso est décédé, donc son entreprise meurt avec lui? Bien sûr que non. Parce que, justement, Régis a toutes les informations de la société et il peut donc très bien continuer le travail en mon absence. Donc ça, c'est important de trouver quelqu'un de confiance avec qui vous pouvez travailler. Ça, je lui suis reconnaissant aussi parce que... C'était un ami à toi avant d'entrer dans le business. Comment tu le choisis? J'ai fait beaucoup d'expériences. On a fait beaucoup d'erreurs de casting aussi. Et Régis, c'est mon beau-frère. Donc, c'est le frère du mari à ma petite sœur. Et un jour, le mari de ma petite sœur me dit que Régis, son frère, souhaite rentrer au Congo parce qu'il veut faire un voyage exploratoire. Et je lui propose donc de venir à la maison. Et donc, Régis vient à la maison, je l'héberge pendant 2 ou 3 semaines. Et je me souviens que du soir de son arrivée, on a parlé peut-être jusqu'à 2-3 heures du matin. Et on s'est aperçu qu'on regardait dans la même direction. Je lui ai donc proposé, je lui ai dit, écoute, plutôt que de venir recréer une boutique comme la mienne, mais écoute, associons-nous et travaillons. Et donc, à partir de là, je l'ai onboardé. Et puis, depuis, on travaille ensemble. Et ça se passe bien? Très bien. Bon, c'est comme un couple, parfois on se chamaille, mais bon.
on finit toujours par se réconcilier. C'est normal, hein, on est deux caractères différents, mais ça se passe très bien. Pourquoi tu as dit que entreprendre seul, c'est de la folie? Mais c'est de la folie. Un seul cerveau qui va gérer toute la charge mentale liée à l'entrepreneuriat? C'est pas possible. En tout cas, moi, je pourrais pas. Il y a des choses que je fais moins bien que Régis, et donc je suis bien heureux qu'il soit là. Donc tu penses que Dangote et tous les autres qui ont bâti des empires... Dangote n'est pas seul. Non, mais il est toujours... Oui, mais... Voilà. Il est le... C'est celui que vous voyez. C'est vrai. Voilà. Tu me vois moi, tu ne vois pas Régis, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc Dangote, tu le vois lui, mais tu ne vois pas tous ceux qui travaillent avec lui. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai. Voilà. Comment tu gères ton argent quand tu gagnes de l'argent? Est-ce que tu as des principes, genre, si j'ai 10 000, je fais 20%, 30%? Philippe, j'ai appris dans la douleur. J'ai appris en étant ruiné, fauché. Ah oui? Mais bien sûr. C'est-à-dire que on n'a pas... Je pense que c'est peut-être pareil pour toi. Moi, je n'ai pas eu d'éducation financière. Tout à fait. Quand je suis arrivé en France à 18 ans, on ne m'a pas expliqué comment ça marche, comment le système marche. Pour moi, je croyais qu'en France, il y a des murs, tu mets ta carte dans un mur et puis on te sort de l'argent, que tu en aies ou que tu n'en aies pas. D'accord? Ah oui, carrément. Bien sûr, les découvertes, qui n'a pas vécu de découvertes? Peut-être toi, hein, parce que je sais que tu es un monsieur très... Ouais, j'ai pas connu des découvertes. Très sérieux, mais moi, j'ai usé et abusé des découvertes. Donc, je n'ai pas d'éducation financière. Et plus tard, quand je me lance, j'ai un grand frère qui est ici à Abidjan, qui s'appelle Serge Tidiane Diop, qui faisait la même chose qu'Ariès, mais ici, il a fait de très belles transactions. Donc, à Brazzaville, je le contacte. On échange déjà par mail. Et lorsque je viens donc ici à Abidjan pour la première fois, je cherche à le voir et il me reçoit chaleureusement. Et là, on discute, on sympathise. C'est vraiment une relation de grand frère à petit frère. Et là, il me dit, le métier que tu vas faire n'est pas simple. Tu pourras gagner de très grosses sommes d'argent un jour et attendre peut-être 2 ans pour gagner la même somme si ce n'est plus. Donc, pendant ce temps, il faut que tu t'organises pour pouvoir gérer la période où tu n'as pas de rentrée d'argent. Et donc, il m'a donné une règle simple, 30% pour le fonctionnement et il faut également mettre de côté pour couvrir au moins 1 à 2 années de charge. Donc, se constituer une épargne. Dans les 30%. Tu as 30% pour le fonctionnement. Oui. 30% pour l'épargne. Ah oui, carrément. Ah oui, si tu peux ensuite, donc on est déjà à 60%. Oui. 30% que tu peux investir et les 10%, c'est la dîme. Donc tu peux faire des actions des dons, de générosité. Des choses comme ça. Ok. Voilà. 30, 30, 30, 10. C'est ça. 30% pour le fonctionnement. Ok. Qu'est-ce que tu mets dans le fonctionnement? En tant qu'entreprise, tu as des charges. Il faut que tu puisses... là, c'est de l'argent de l'entreprise. Oui. Ok. Oui, donc, quand l'entreprise gagne de l'argent, tu remets 30% pour le fonctionnement. 30% pour le fonctionnement. Oui. Tu dois épargner pour couvrir les périodes où tu ne vas pas avoir d'argent. Et tu dois te permettre aussi d'investir, de faire des placements, par exemple. Ça, moi, je ne savais pas. Mais ce qui est valable pour une entreprise est valable également pour un individu, pour une personne physique. Donc aujourd'hui, tu vas gagner 1 million. Considère que tu n'as que 300 000 que tu peux utiliser pour faire ce que tu veux. Si tu veux inviter ta femme au restaurant, c'est dans les 300 000, n'est-ce pas? 300 000 en épargne, 300 000 en investissement et les 10%, les 100 000 qui restent, c'est pour la dîme. Donc si tu dois faire, je pense que ça marche pareil ici, si tu as des anniversaires, des décès où tu dois cotiser, c'est dans les 10%. Donc, si quelqu'un vient te demander et que tu as déjà épuisé ton enveloppe de 10%, tu dis que tu n'as pas. Et comment ça c'est pas mal pris, ça? Comment on fait pour dire non à ses proches? C'est moi qui sais ce que j'ai dans mon compte, non? Oui, mais tu sais que les gens, pour eux, quand tu ne leur donnes pas l'argent, tu n'es pas gentil. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu n'as jamais perdu des amitiés à cause de l'argent? Pas du tout. Des relations? Non. S'ils partent pour ça, c'est qu'on n'a rien à se dire, c'est tout. Donc je dirais même bon débarras. Bon, je suis peut-être cynique, hein, excuse-moi. Mais non, je n'ai pas eu ce genre de situation-là. Très intéressant. C'est la rigueur, Philippe. Oui. Parce que quand tu seras sur la paille, ils ne seront pas forcément là pour t'aider. Donc il faut quand même
Tu connais des moments difficiles qui t'ont assagi par rapport à ça? Ça a été quoi tes moments difficiles, par exemple? Écoute, il est arrivé des fois où j'ai pas d'argent pour mettre du carburant dans ma voiture, Philippe. Et que je dois demander 10 000 francs à mon père parce que je veux un rendez-vous très important. Ah ouais? Il me donne 10 000 francs. 10 000 francs? 10 000 francs pour mettre du carburant dans la voiture, Philippe. 15 euros? 15 euros. Ah ouais, là, Ça prend l'humilité, hein. Ah oui, ah oui, Voilà. là, quand même. Voilà. Donc, 10 000 francs? Oui, monsieur. Ah, c'est compliqué. Voilà. Pour mettre du carburant. Pourquoi tu vas pas en taxi? Là, c'est pas ça pour intéressant. Pourquoi tu gardes certains appareils? Parce que tu avais déménagé. Mais pourquoi tu as voulu garder tu l'avais acheté, ta grosse voiture? Ma voiture, elle était à moi, donc est-ce que je devais prendre le taxi pour aller en rendez-vous? Et tu vas arriver en sueur au rendez-vous? Je me souviens, mon père m'a dit de garder la chemise blanche. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, c'est pas faire du show-off, hein, c'est pas la frime. C'est juste qu'il faut être correct. Faut être correct, voilà. Faut respecter son client. Donc, tu peux pas arriver en rendez-vous en sueur parce que non, ça se fait pas. Donc, oui, j'ai demandé 10 000 francs. Et comment il a pris ça? Il m'a donné. Oui, mais il dit quoi? Il m'a dit, mais tes affaires, là, c'est comment? Je dis, mais écoute, je travaille dur. C'est pour ça que je viens te voir. Investis. Et puis, il m'a aidé. Aujourd'hui, c'est une belle anecdote. Bien sûr. Bon, maintenant, j'ai juré que je ne serai plus jamais dans cette situation-là, où je ne peux pas avoir 10 000 francs pour mettre du carburant. Donc, je m'organise dans ce sens. Donc, à quel moment donc tu commences à avoir une bouffée d'oxygène? Tu te dis là, ça commence à rentrer. Ton premier deal, parle du premier deal. C'est qui ton premier client et tu te dis... Le premier deal, alors ça dépend. Il y a un premier deal qu'on a fait où on a eu 400 000 francs, 40 billets de 10 000 francs. D'accord, j'aime bien le rappeler, c'était symbolique. Tu vois d'où je viens et tu fais un premier deal, tu as 400 000 francs. Le premier deal qui nous a vraiment mis sur la carte, c'est quand on a conseillé Aerco. Aerco, c'est la société qui gère les 3 aéroports internationaux du Congo. Aerco, j'avais rencontré les dirigeants d'Aerco à l'époque où je travaillais pour la Banque de développement. Ils avaient un projet de financement dans lequel la banque était impliquée. Donc, je les avais rencontrés à ce moment-là, mais j'avais pas... bref, je faisais mon job. Oui. Hein, donc, je n'ai pas mélangé les choses. Mais lorsque je démissionne, naturellement, j'informe tous mes interlocuteurs que à partir du mois prochain, je ne serai plus là parce que je vais faire autre chose. C'est la correction. Et donc, j'informe les dirigeants d'Aerco et ils me disent « Ah, ça tombe bien parce que nous, là, on est un peu en galère, ce serait bien que tu nous aides. » Et donc, quand je démissionne, je repars les voir. Quelques semaines après, je vais les voir. Et donc là, effectivement, ils me signent un mandat de 10 millions de francs CFA. Je me dis, waouh, c'est comme ça être entrepreneur, on signe vite là et tout, c'est bien. Et une semaine après, et là j'ai commis une erreur, je crois que c'est une erreur de débutant. Quand je signe, je fais un message à toutes les banques qui étaient impliquées dans l'opération, leur disant, dorénavant, je serai votre interlocuteur. Et parmi elles, il y en a une qui l'a très mal pris. Mais alors l'a très mal pris. Et donc, quelques temps après, il y a le dirigeant d'Aerco qui m'appelle, qui me dit, écoute Loïc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette banque-là, mais ils ne veulent pas te voir dans le deal. Moi, je dois faire mon opération, donc je suis désolé, on ne pourra pas continuer avec toi. Bam! C'est comme si tu t'es pris un coup de pied dans le ventre, dans l'estomac. Tu es estomaqué pendant une semaine, je perds le sommeil. Je dis ok, c'est pas grave. Il dit bon, ok, merci, donc à la prochaine. Et là, il s'écoule 6 mois. Waouh! Il se passe plus rien pendant 6 mois. Et 6 mois après, il m'appelle, il me dit écoute Loïc, là, on est vraiment dans la merde, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous aider? Je dis oui, je peux vous aider. Bien sûr, je peux vous aider. Et là, le directeur financier me donne une information, il me dit écoute, moi je pars
mon contrat s'achève à telle période, je vais te mettre en relation avec mon successeur et puis tu discuteras avec lui de la suite. Et effectivement, donc je discute avec le successeur, je rencontre le DG qui m'avait appelé auparavant pour me conduire et là, il me pose 2 questions. Monsieur Makosso, est-ce que vous savez rédiger? Bon, qu'est-ce que tu réponds à cette question-là? Je dis, je pense que oui, hein, mon métier quand même me prédispose à rédiger. Et il me dit, mais vous connaissez qui ici, au Congo? Je lui dis, écoutez, le 8 janvier, on était tous à la présidence de la République en train de saluer le chef de l'État. Donc, tu me demandes qui je connais, soit lui il me connaît, soit moi je le connais, puisque je me suis retrouvé juste devant vous pour faire la queue et saluer le président de la République. Il me dit, ah oui, effectivement. Et là, il me dit, est-ce que vous avez le mandat? Je dis, oui, j'ai le mandat. Parce que, naturellement, il fallait refaire une nouvelle offre. Et donc là, je lui représente la nouvelle offre. On était passé de 10 millions à 50 millions. Et on avait intégré une commission de succès. Ce qui n'était pas là au départ. Et ça nous a pris 1 an d'intenses discussions avec toutes les parties concernées dans l'opération pour arriver au closing, c'est-à-dire au bouclage de l'opération. Waouh, 1 an. 1 an de travail. Pour lever 50 millions. Non, pour lever 27 millions d'euros, 18 milliards de francs CFA. Et de ces 18 milliards de francs CFA, c'est pas là que tu vas avoir 400 000 francs? Non. Je te donne le pourcentage. Oui, tout à fait. Voilà. Là, tu te dis, on est dans le game. Mais ça a pris combien de temps? Bon, ça... Tu as commencé en 2014. Là, 2014, ouais, ça a commencé. Non, ça a commencé en 2015. 2015. Et on a closé l'opération en fin 2016, début 2017, je crois. Donc, 2 ans après. Même 2 ans. Oui. Donc, il a fallu serrer la ceinture. Tu n'as pas voulu abandonner à un moment donné? Tu n'as pas voulu retourner en entreprise? Si. Celui qui te dit qu'il ne doute pas, c'est un menteur. Mais, écoute, chaque fois qu'une nuit passe, je me réveille avec une nouvelle énergie. Donc, je repars tous les jours au combat. Et donc, voilà, je me dis que le travail va finir par payer. Donc, chaque jour suffit sa peine. Donc, je travaille, c'est tout. Mais les fois où tu as eu des doutes, oui. Tu as repostulé? Non, pas du tout. Tu n'es pas arrivé à ce stade-là? Non, je ne suis pas arrivé à ce stade-là. J'ai juste eu des doutes, mais après, tu te recharges en énergie. C'est pour ça qu'il est important d'être entouré. Tu te recharges en énergie pour repartir au combat le jour d'après. Et la bienveillance, à ce moment-là, tu la retrouves où? Chez tes amis? Qui va jouer un rôle important pendant cette phase creuse? Parce que 2 ans, j'imagine, tu étais quand même très bien rémunéré, tu avais un style de vie, tu avais des amis avec qui vous sortiez souvent. Ben, tu sors plus, c'est tout. Tu sors plus, mais tes amis doivent pouvoir te comprendre. Donc, tu sors plus, tu changes de rythme de vie. Et puis, à cette époque-là, j'étais papa, donc je n'avais pas forcément besoin d'être dehors tout le temps. Donc, tu changes de vie et les amis, ils ne fuient pas, ils sont là. Et au contraire, on s'encourage. Tous mes amis, en tout cas 80% de ceux avec qui j'interagis régulièrement sont des entrepreneurs. Donc Ils le sont devenus aussi avec le temps, ou ils sont devenus avant toi-même? Il y en a qui ont commencé avant moi. Ok. Donc, ce sont des gens qui savent, qui connaissent ce que cela implique. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va te juger en te disant oui, mais on ne te voit plus tous les soirs. Pourquoi? Non. Bien au contraire. C'est normal. Tu penses que la plupart des entrepreneurs passent par une phase de désert? Tout le monde. Tout le monde. Je pense. Ceux qui combattent à la loyale, entre guillemets, passent par là. Ok, d'accord, très bien. Et toi, la tienne a duré, c'était ces 2 premières années que tu considères comme phase de désert? Ou même après ça, tu as encore eu des phases? Oui, bien sûr, après ça aussi, parce que tu apprends, Philippe, tu apprends à gérer, l'éducation financière, ça prend du temps. Et donc, oui, on apprend et donc il y a des ups et downs, bien sûr, ça ne manque pas. Mais après, on est beaucoup plus serein parce qu'on sait que c'est un cycle.
Et c'est quoi tes 2-3 pires erreurs financières aujourd'hui quand tu te dis ça, franchement? Erreur financière. Oui, avec l'argent. Ça peut être des achats, ça peut être des mauvais investissements, ça peut être des arnaques que tu as subies. Je pense que l'erreur, en tout cas ce que je ne conseillerais pas de faire, c'est de démissionner les poches vides. Il faut quand même se prévoir un matelas de sécurité. C'était pas forcément raisonnable, c'était pas prudent de le faire. Parce que là, tu te mets à la merci de la bienveillance des autres et c'est pas prudent. Donc non, ça, je ne recommanderais pas ça. D'accord. Une autre? Un client qui ne paye pas au début ne payera pas à la fin. Donc il ne faut pas transiger avec, entre guillemets, sa politique commerciale. Les termes de paiement. Avec les termes de paiement. Il faut faire preuve de flexibilité, mais il ne faut pas transiger. Par exemple, nous, on exige à la signature d'un mandat que le client nous verse ce qu'on appelle un retainer. C'est une provision ou des honoraires, si tu veux. Il doit pouvoir verser 50% de la signature du mandat. Certains clients vont vous dire « Ah non, moi je ne paye pas de retainer, je vous paierai quand vous aurez fini l'opération. » D'accord? Je vous paierai si je veux... Quand j'aurai le résultat. Si je veux mobiliser 50 millions d'euros, ben je vous paierai quand j'aurai les résultats. Quand j'aurai les 50 millions d'euros sur son compte. Il ne faut jamais transiger avec ça. C'est l'exemple que je prends. Les Kenyans, ce sont des marathoniens, on le sait. Mais même eux, pendant le marathon, là, ils boivent de l'eau. On ne leur promet pas de boire de l'eau lorsqu'ils franchissent le 42e kilomètre. N'est-ce pas? Donc, nous, on a fait des erreurs comme ça, où on s'est engagé dans des opérations et on a mis toute notre énergie. Et à la fin, le client vous dit non, finalement, j'ai plus besoin de vous. Oh. Entre-temps, tu as dépensé de l'énergie, tu as contacté des gens, etc. Vous êtes allé très loin dans les discussions et à la fin, tu dis non, finalement, j'ai plus besoin de vous. Et tu n'as aucun moyen de l'attaquer. Tu vas l'attaquer. Pourquoi tu as signé? En connaissance de cause. En partant de sa bonne foi. Tout à fait. Il s'est avéré qu'il était un malot. En tout cas, c'est pas... Non, faut pas rejeter la responsabilité sur les autres. C'est nous qui n'avons pas été bons. Voilà, c'est surtout ça. Faut pas penser que les autres sont mauvais. On est dans les affaires. C'est pas le monde des bisounours. Chacun est là pour défendre ses intérêts. Oui, mais tu peux dire que le mec en vaccin n'a pas été correct. Peu importe. Ça, c'est son problème. Moi, j'ai été naïf de le croire. Qu'il soit pas malhonnête, c'est son problème. Il va régler ça lui-même, avec sa conscience. Ou peu importe, c'est pas ça qui importe. Nous avons été naïfs. Et donc, à partir de là, si quelqu'un revient et te propose les mêmes termes du contrat, même si l'opération est juteuse, tu lui dis non. Et là, aujourd'hui, je n'hésite pas à dire non. C'est soit ça ou pas du tout. Ça passe ou ça casse. Si ça casse, ben tant pis. Et à contrario, c'est quoi vos meilleurs coûts financiers? Ben, je t'ai dit AERCO, Banque Postale. Donc, en fait, là, tu me parles plutôt de ta boîte. Je disais plutôt toi, à titre personnel, en tant qu'individu. C'est quoi les investissements que tu as fait où tu t'es dit, ah, j'ai bien fait de mettre de l'argent là-dedans? C'était peut-être je sais pas, moi, tu as peut-être pris acheter un produit financier, ça peut-être... Non, pas encore, mais je pense que ce dont je suis fier aujourd'hui, c'est pas forcément perçu comme un investissement, mais c'est au moins d'avoir pu terminer ma maison dans laquelle je vis aujourd'hui. La fameuse? Oui, la fameuse maison. Là. Donc, j'ai remboursé le crédit, et donc là, maintenant, je suis bien. Tu ne payes plus de loyer. Mais je réfléchis à mettre en place un autre montage, justement, pour m'en servir comme effet de levier. Bien sûr. Je te dirai ça après. Bien sûr, normal. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Voilà. Ok, très bien. Ok, donc il y a la fameuse voiture, tu l'utilises toujours? Oui, c'est ma femme qui l'a conduit. Moi, j'en ai une autre. Une autre neuve encore? Non. Elle roule. C'est le job. Pourquoi la voiture, c'est... Tu n'aimes pas les voitures? Les hommes aiment beaucoup les voitures. Oui, mais la voiture, c'est un passif. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc il te faut... Mais quand tu l'avais acheté neuve, c'était déjà un passif aussi? Oui, mais ça, je ne savais pas. Ah, ok. Voilà, donc j'ai appris. Donc aujourd'hui, j'ai besoin d'un véhicule qui m'emmène d'un point A à un point B. C'est ce que fait celle dans laquelle je suis, donc ça va. Oui, mais un directeur comme toi, tu dois avoir une voiture de ton standing. Il faut être correct, comme ton père a dit. Elle est correcte.
Elle fait le job, elle est climatisée, elle est propre, elle m'emmène d'un point A à un point B. C'est ce que On est d'accord, elle n'a pas besoin d'être neuve. Voilà, donc that's all. D'accord, Voilà. très bien. Dans ta gestion de l'argent, est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que c'est à l'homme de pouvoir aux besoins de la famille ou alors avec la femme, on fait chacun rapporte dans le pot commun et après on fait 50-50, ce genre de Je choses? pense que ce qui se passe dans le mariage, dans un couple, c'est un deal que vous passez. Il n'y a pas forcément de dogme. C'est un deal que tu passes avec ta femme ou ton mari. Donc, il n'y a pas de règle établie. C'est vrai qu'en Tu es Afrique... progressiste alors? Bon, si c'est le terme que tu emploies, oui. Oui, parce que les traditionalistes disent que justement dans le mariage, il y a des rôles. C'est ça le traditionnaliste. Oui, c'est vrai. L'homme doit faire ça. L'homme doit protéger sa famille. Par exemple, quand il y a eu l'agression chez toi, c'est toi qui es sorti, c'est pas ta femme. C'est normal. Tu voulais que je l'envoie? Donc, ça veut dire que tu crois qu'il y a des rôles. Ah, oui, il y a des rôles. Voilà. Mais après, les rôles font l'objet d'un deal. Oui. Voilà. Et ça, le deal, c'est votre affaire. C'est pas l'affaire de la famille de se mêler de ça. Oui. Voilà. Si tu décides Donc, tu ne crois pas à la culture si tu décides de faire la vaisselle chez toi, ben, c'est ton affaire. C'est entre ta femme et toi. Chez nous, en Afrique, on va dire que c'est la femme qui fait la vaisselle. Mais écoute, tu peux très bien faire la vaisselle, débarrasser la table ou passer un coup de balai. C'est votre deal à vous. Tu es mixte, traditionnaliste, mais ça, c'est ton côté un peu français. C'est... Enfin, je ne sais pas si c'est le côté français, mais en tout cas, c'est ma conception. C'est ce que j'ai vu chez mes parents. Ok. Voilà. Très bien. Et donc, pour ce qui est de la gestion financière, tu n'as pas de dogme. Toi, tu penses que chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Ça, c'est votre deal. Ok. Très bien. Pour ce qui est de... là, on a parlé de... Tu considères que tu épargnes beaucoup ou pas du tout? C'est pas ton truc? Il faut avoir une épargne. Aujourd'hui, parce qu'à l'époque, tu n'épargnais pas. Oui, mais aujourd'hui, oui, maintenant, tu as retenu la leçon? Oui, il faut épargner parce que on n'est jamais à l'abri de coups durs et il faut être capable de réagir. Donc oui, il faut épargner. Quand on rentre en Afrique, est-ce que tu penses que c'est important de se prémunir d'assurance maladie, ce genre de choses? Parce que je vois que beaucoup de gens... j'avoue que moi, j'ai pas d'assurance maladie. Mais il faut le faire. Pourquoi? Parce que la maladie, quand elle arrive, elle ne prévient pas. D'accord? Elle ne prévient pas et il faut le faire. Quand elle va arriver, je vais payer. Oui, c'est très bien, mais bon, écoute, s'il y a des assurances qui sont là pour régler le problème, autant le faire, non? Mais tu sais comment tu payes par... J'estime que je suis à une phase de ma vie dans laquelle ma probabilité, statistiquement, de tomber malade est très faible si je m'entretiens. Je pense comme toi. Moi, j'ai une santé de fer, donc je ne tombe pas malade. Mais j'ai vu mon meilleur ami, partir d'un cancer et qui était dans la force de l'âge. Il avait 42 ans. Et j'ai vu justement la force du système de santé français. Parce qu'il était pris en charge. Il est parti quand même. Il est parti quand même, d'accord? Mais il a été pris en charge. Il a tenu entre le diagnostic de sa maladie et son départ, il a tenu 7 mois. Mais il aurait pu partir plus tôt. Tu penses? Bien sûr. Je pense que j'ai assisté à cela. Tu sais que les témoignages sont très controversés sur l'efficacité ou l'accélération d'une chimiothérapie. Oui, c'est vrai, mais... Parce que les gens disent que... Ma mère est morte d'un cancer, donc j'ai vécu ça de très très près. Et moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'après une chimiothérapie, je me demande bien si elle n'avait pas pris une chimiothérapie, est-ce qu'elle n'aurait pas eu plus de temps à vivre? Bon, ça, on ne peut pas savoir. Parce que ce truc-là, quand ça passe, si ça ne réussit pas, tu es décidé. Mais imagine un peu que cela t'arrive. Oui. Tu es ici, en Côte d'Ivoire, et que tu doives subir des soins. Non, c'est pas ici que je veux me soigner. Tu serais bien content. Justement, c'est pas ici que tu vas te faire soigner. Oui. Donc, tu vas prendre un avion. Oui. N'est-ce pas? Tu vas aller là où tu veux, oui. peut-être en France ou ailleurs. Tout à fait. Tu seras bien content d'être pris en charge. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tu seras bien content de ne pas avoir à te soucier de payer pour te faire soigner. Oui. Donc, mais je pars du principe que si tu as de l'argent, c'est pas un problème de payer ta santé. Oui, effectivement, si tu as de l'argent. Donc, prépare-toi justement à avoir de l'argent pour ne pas avoir ce stress-là. Ok. Voilà, c'est tout. Ok. En tout cas, c'est une préoccupation que beaucoup de gens ont et je ne comprends pas souvent pourquoi. Moi, j'ai mis quand je suis parti, j'ai dit je suis parti et puis paf, je laisse tout derrière moi.
Mais Dieu merci, je ne tombe pas malade, je n'ai pas eu à subir de pathologie particulière, tant mieux. Mais justement, ça me surprend qu'un sportif comme toi, que tu me dises, je pense aux enfants. Il faut être prudent, bien sûr. Mais c'est le business de l'assurance, de te faire miroiter un risque potentiel. Écoute. Et pourtant, toi et moi, c'est que je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre. À la limite, quand j'aurai 60 ans, je peux comprendre qu'à cet âge-là, je commence à me dire, ouais, bon, il faut peut-être une assurance, un truc comme ça. Mais j'estime qu'à mon âge, j'ai même pas 40 ans, je fais attention à ce que je mange, je fais quand même pas mal de sport. Oui, c'est très bien. Ainsi de suite. Donc, je suis très regardant là-dessus. Un accident peut arriver. Bien sûr. Je suis d'accord. Mon ami faisait très attention à lui, il faisait du sport, etc. Mais il a eu un cancer. C'est un accident. Voilà. Ça peut arriver. Ce qui arrive. Ouais. D'accord. Et dans ce genre de situation, on est bien content de se dire, OK, si telle ou telle chose m'arrive, je suis couvert. Oui. Voilà. C'est juste de la prudence, c'est tout. OK. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue, parce que tu es quelqu'un qui fait très attention à sa santé, ainsi de suite. Donc, c'est intéressant de voir. C'est pas parce que tu es assuré que tu dois être négligent. En partant du principe que l'assurance va te couvrir. Qui aime passer du temps à l'hôpital? Tout à fait. Personne. Tout à fait. Mais bon, tu es bien content de savoir que si jamais tu te casses la jambe, etc., que ce sera pris en charge. OK. C'est vrai que je n'aime pas trop l'idée de payer pour quelque chose qui ne m'est pas utile. C'est le problème de l'assurance. C'est-à-dire que tu payes. C'est un peu comme une voiture. Moi, je paye des assurances énormes pour des voitures pour lesquelles il n'y a jamais de problème. Mais écoute, le jour où tu auras un problème, tu seras bien content d'avoir les assurances. Mais quand on calcule, j'ai fait le calcul. Quand on calcule ce que j'ai déjà payé, je ne vois pas la panne qu'elle peut avoir que cet argent n'aurait pas réglé. En fait, je t'explique. Quelle est ma logique avec l'assurance? C'est pas que je ne mets pas d'argent de côté. Je considère que l'argent que j'aurais donné à une mutuelle, je le mets moi-même de côté. D'accord. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis que s'il y a un problème, je vais payer. Parce que je vais mettre de l'argent de côté pour la santé. Au cas où il y aurait quelque chose. Mais tu n'as pas idée de combien on a déjà mis de côté depuis des années où on met de l'argent de côté. Tout à fait. Ça monte énormément. Et donc, je me dis, bon, je préfère avoir ça là. Moi, ça fait mon business, hein, parce que les compagnies d'assurance sont nos clients. Ah, donc tu dois quand même souscrire. Je comprends mieux. On va terminer avec ça. Oui, tu fais beaucoup de sport. Oui. Justement, on a embrayé. Pourquoi en tant qu'entrepreneur? Parce que mon corps, c'est mon outil de travail. Ouais, ton premier d'ailleurs. C'est mon premier outil. D'accord? Et je dois pouvoir lui faire confiance. Mon corps doit pouvoir m'emmener d'un point A à un point B. Et donc, il faut qu'il soit en parfait état de marche. C'est ce dans quoi ta communauté investit. Tes collaborateurs doivent pouvoir te faire confiance. Les collaborateurs font confiance à un capitaine qui est en état de commander. Les clients font confiance à un prestataire qui est en état de délivrer. Ça part du corps. Donc, il faut qu'il soit... Et nous, on est des entrepreneurs. Moi, j'ai fonctionné pendant X années sans assurance. D'accord? Donc, ce qui est de ma responsabilité, je dois le faire. Toi, tu vas loin. Tu as créé un club, une association. Tu pousses les gens à faire du sport. Tu organises des événements. Oui, tout à fait. Mais pourquoi aller aussi loin? Mais c'est parce que les gens, je pense que on ne réalise pas cela, mais le sport, en tout cas moi, le sport, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. OK. Et voilà, donc c'est cela que je veux transmettre à d'autres. Dans notre club, il y avait des personnes qui étaient incapables de courir 10 mètres. Ah oui, là ils sont arrivés. Et aujourd'hui, ils courent sans problème. Donc imagine dans quel état d'esprit elles sont maintenant par la suite. Tout à fait. Ça, c'est ma fierté. Ouais. De permettre à des gens de croire en eux, de croire en leurs capacités. Le sport, je pense qu'on n'a plus besoin de parler, de convaincre des vertus du sport. Mais c'est bien de rappeler. Moi, je crois que l'une des choses que j'apprécie le plus dans le sport, au-delà, c'est même plus pour la santé que je fais du sport. Je crois que c'est arrivé à un stade, c'est une drogue. Si je fais pas du sport 2-3 jours, je me sens pas bien. Moi, je fais tous les matins, entre 5h30 et 7h. Parle-nous d'une journée type chez toi. Tu te réveilles à quelle heure? Mes journées type commencent à 3h du matin. Pourquoi? Tu es un sorcier? Non, pas du tout. Je prépare ma journée. À 3h du matin? Imagine un peu que toi, tu dois jouer un match de foot. Oui. Et que le match est à 15h. Tu dois te pointer au stade à 14h50? Peut-être pas, mais pas à 8h. Mais si tu joues à 8h, tu vas te préparer à quelle heure? Mais toi, tu joues un match tous les jours. Tu considères que chaque journée, c'est un match. Donc, je dois être prêt. Mmh. Chaque journée, c'est un match. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer, donc tu dois être prêt. 3h du matin, tu es debout. 3h30, oui. 3h30. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu fais?
Je prie, je médite, je pense... Tu chasses les démons? Non, pas besoin. Ok, on dit qu'à 3 heures, c'est des conneries, hein, c'est les heures des démons. Bon, en tout cas, moi, je prépare ma journée. Ok. Je prépare ma journée. Pourquoi tu ne peux pas la veille au soir avant de dormir, comme tout le Je le monde? fais le soir. Et tu continues encore le matin? Oui. Ok. Donc, tu pries, tu médites, et après tu... J'écoute des podcasts. Ok. J'aime bien travailler mon anglais, bien que je sois bilingue. Mais le matin, j'en profite pour écouter. Les podcasts que j'écoute sont en anglais, donc je les écoute le matin. On l'a pas dit, mais tu as fait un tour à Harvard. On en parlera peut-être pour sortir. Oui. Donc, tu écoutes tes podcasts, ok? Et qu'est-ce que tu écoutes? J'ai vu un type de contenu. C'est quoi? C'est du mindset que tu écoutes? C'est du développement personnel? Oui, Qu'est-ce que tu écoutes? j'écoute beaucoup. Là, en ce moment, j'écoute beaucoup tout ce qui a trait au stoïcisme. Ah! Voilà, donc Un autre? oui, j'écoute Un ça. autre? J'écoute ça le matin. Ok, cool. J'écoute ça le matin. Et après, je me prépare pour aller au sport. Ok. Et après le sport? Après le sport, je rentre, j'ai un bon petit déjeuner. Tu fais quoi comme sport? Je fais de la calisthénie. Et donc, c'est de la musculation au poids du corps. Ça se voit pas, hein? Si, quand même. Si, quand même. Si. Je fais de la musculation au poids du corps. Donc, je fais beaucoup de pompes, beaucoup d'abdos, beaucoup de squats, etc. Pourquoi tu prends pas d'haltères, par exemple? C'est pas très... Tu veux que j'en fasse le matin, c'est ça? Oui. J'en ai pas besoin. Ok. D'accord. Et une séance, ça dure combien de temps chez toi? 1 heure. Tous les jours, tu fais une séance d'une heure? 1 heure. Sauf urgence ou bien... okay. Non, il n'y a pas d'urgence, c'est pas négociable, je le fais. Ah oui? Tous les jours. Bah, si t'as un enfant qui est malade dans la nuit, tu fais comment? Bon, oui, d'accord. C'est ce que j'appelle une sauf urgence. Mais sinon... En tout cas, le fait de le faire si tôt le matin fait que tu es quasiment sûr que tu ne peux pas rater ta séance. Exactement. D'accord, ok. Et après, tu vas au boulot. Et après, je rentre Tu chez moi, manges? je me change. Et c'est quoi un petit déjeuner chez toi? Tu manges quoi le matin? À peu près. Salade, avocat, tomates, concombre, des choses comme ça. Ok, du cru. Du cru, tout à fait. Ok. Et ensuite, tu commences ta journée. Et je commence ma journée. Ma journée commence dans la voiture. Tu commences à tes appels, ainsi de suite, ok. J'ai l'heure des amis. Entre 8h et 9h, c'est là que j'appelle mes amis. Quelqu'un qui me conduit. Donc, c'est là que je prends des nouvelles de mes amis, etc. Parce qu'après, le temps qui me reste là, c'est pour le business. Tous les matins, tu contactes tes amis? Oui. Très bien, ok. Et donc, après, tu démarres ta journée de travail. Je démarre beaucoup de réunions? Oui, surtout le matin. Le matin, c'est des réunions? Le matin, c'est pour les réunions, les rendez-vous, etc. Et l'après-midi, c'est pour la productivité. D'accord. Tu fais un peu de... Et tu mets ton énergie à quoi dans ton business? C'est vrai qu'on aurait parlé de productivité d'ailleurs, mais tu t'occupes de quoi? Et le reste, moi, je fais beaucoup de... délégué, mais toi, tu fais quoi? Je fais beaucoup de business développement, je fais beaucoup de suivi des dossiers, je discute avec les partenaires financiers, avec les clients, tout ça. Ok, donc ça reste des réunions encore. Tout à fait. Réunion le matin, une partie de l'après-midi en réunion. L'après-midi aussi, mais je n'aime pas trop l'après-midi. Ok, tu es plus du matin? Oui. Ok, donc tu peux faire le matin. Et tu rentres à quelle heure? Au plus tard, 19h. Ok. Et quand tu es à la maison? Time. Ok, donc tu passes du temps avec les enfants. Tout à fait. Et tu manges ou à midi? Je mange au bureau. Ok, donc tu vas dans un restaurant, un truc comme ça? Au bureau. Gamelle? Oui. Ok. Ça, c'est pour gagner du temps. Et de l'argent aussi? C'est ça. Et je peux faire la sieste aussi. Tu as prévu un local pour dormir au bureau? Dans mon bureau, je baisse le siège et je dors 15 minutes. Ok. D'accord, très intéressant. Et après, quand tu rentres à la maison, tu passes du temps avec la famille? Oui, faut pas être un étranger chez soi quand même. Donc, tout à fait. Je m'enquière de tout ce qui se passe, etc. Et 21h30, extinction des feux. Tu dors? Tout le monde. Tout le monde dort? Obligation. Pourquoi si tôt? Parce que c'est là qu'on a les meilleures heures de sommeil, Philippe. C'est vrai? Moi, regarde, je me couche à 21h30 et je me lève à 3h30. Mais je suis pas fatigué. Parce que justement, il paraît, hein, ça maintenant il faut vérifier, mais entre 21h et minuit, les heures comptent double. Ah oui? C'est vrai que... Tu peux venir me soulever à 23h, je ne saurais pas. Ah oui, tu es dans ton sommeil profond, tu es dans la phase profonde. Ouais. Tout à fait. C'est drôle parce que moi je dors, j'ai pas du tout les mêmes horaires. Ça, c'est les horaires que j'avais quand j'étais au pays. Parce que quand je suis arrivé en France, c'était mes horaires d'étudiant. Donc, quand j'étais étudiant, 18-19 heures, 21h, je dormais déjà, effectivement. Mais j'ai constaté que de nos jours, ça m'arrive très rarement parce que maintenant, je dors très tard. Je dors quand j'ai dormi tôt, c'est 23 heures. Sinon, c'est entre minuit et parfois 1h du matin.
Tout à fait. Mais j'ai constaté que quand je dormais beaucoup plus tôt, vers 21, 22 heures, parce que ça peut arriver que je sois crevé, je dors, vers 3 heures, 4 heures, je n'ai plus sommeil. Ben voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu occupes ton esprit. Très intéressant. Moi, je lis avant de dormir. Je lis 10 à 15 pages par jour. Ou je regarde des documentaires aussi. 10 à 15 pages. Pourquoi ce besoin de lire permanemment? Mais parce que la vision, il faut l'entretenir, Philippe. Et tu lis quoi? Je lis des biographies, je lis... C'est bien les biographies, de voir ce que les gens ont accompli. Je lis beaucoup de biographies, oui. Tout à fait. Pour terminer, pourquoi tu es allé à Harvard? Tu avais besoin de l'étiquette, du diplôme? Tu voulais dire, j'étais à Harvard. Commandement numéro 10 de l'entrepreneur, investir en soi. Oui. Voilà, donc pour ce que je fais, il est important que j'y aille, que je rencontre d'autres personnes et que je me perfectionne, tout simplement. Ça t'a servi? Bien sûr. À quoi? Le réseau? Le fameux réseau? Oui, le réseau aussi, et puis oui, ça m'a servi à cela. Et puis les connaissances aussi quand même, hein, parce qu'on a choisi une spécialité qui est le financement des infrastructures, donc et pendant 15 jours, j'ai mangé le financement des infrastructures. En 15 jours, on apprend vraiment des choses? Oui, beaucoup. Du coup, tu as eu un certificat? Tout à fait. C'est pas un diplôme? Non, pas un diplôme, un certificat. Ils font la différence? Tout à fait. Pourquoi? J'ai passé 15 jours à Harvard, c'est pas comparable à celui qui a fait une année. Merci beaucoup, Loïc, d'être venu nous voir. Merci beaucoup. C'est moi. Tu as raison, parce qu'il y a des gens qui... Par contre, sur ton profil LinkedIn, dès qu'on arrive, on voit Harvard. Hein. Oui, c'est tout, c'est très bien. Tu voulais dire quelque chose? Non. Ok. Je pense que c'était un plaisir d'être là et de partager mon parcours et mon expérience d'entrepreneur. Oui, espérant bien sûr. que cela inspire d'autres aussi. Oui. Je tiens à te remercier parce qu'effectivement, dans mon esprit, je serais venu au Congo cette année pour te rencontrer et faire une émission avec toi sur place. Oui. Donc, je suis bien content que la Providence t'ait amené à Abidjan et qu'on ait pu faire l'émission. Ça ne veut pas dire que je ne viendrai pas au Congo, mais... Tu vas venir. Oui, je viendrai, mais peut-être plus forcément avec la même urgence. N'est-ce pas? Mais je viendrai, c'est un pays que je dois découvrir. Très bien. D'autant plus que vous avez fait suivre le fleuve. N'est-ce pas? Pendant un mois. Nos frères, hein, il fallait bien sûr. surveiller pendant leur absence. Donc on l'a fait. Tout à fait. Donc merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Donc on arrive au terme de notre émission avec Loïc Makosso. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à l'écouter, à découvrir son métier, sa rigueur, sa discipline qui transpire dans tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et rien que sa journée type le démontre, tout est très carré. Et il n'y a pas de hasard quand on est face à des gens qui ont des résultats. Quand on creuse bien, on voit bien qu'ils font des choses différemment des autres. Et c'est ce qui explique qu'ils aient les résultats qu'ils ont. Donc, si vous voulez avoir des résultats différents, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Changez vos habitudes. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission avec un autre invité. D'ici là, dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez. Et je vous dis, peace.